Alors bonjour à toutes et à tous. Donc là on est dans le deuxième module concernant le cours de conception architecturale numérique. Alors la dernière fois on a évoqué, on va faire ça. La dernière fois on a évoqué ce qu'était une maquette numérique. On a vu que c'était un modèle 3D dans lequel les objets étaient nommés et qui avait en plus des propriétés, donc un modèle 3D sémantique. On a fait une petite introduction au BIM, on a vu que c'était un acronyme BIM qui veut dire Building Information Model, Modeling Management, donc la modélisation, l'acte de modéliser et l'acte de gérer les informations du bâtiment. Et que le BIM, ce qu'on appelait le BIM, c'était non pas un outil, mais une méthode de travail qui s'appuie sur des maquettes numériques. Pour cette fois-ci, ce qu'on va évoquer, ce sera les questions liées à la représentation et à la maquette numérique. On va voir notamment les LOD, Level of Development. On va faire un rapide historique de la CAO pour vous donner des éléments d'ancrage historiques par rapport à la rapidité du développement des outils. On va évoquer la notion de maturité BIM, ou de niveau de maturité BIM, et faire un petit panorama du BIM en France, comment ça se diffuse, etc. Donc on va commencer avec les LOD. Certaines personnes disent LOD, mais on va dire LOD dans notre cas, qui signifie donc Level of Development, ou en français niveau de développement. Mais l'acronyme LOD est très répandu en anglais, enfin même en France on va dire les LOD la plupart du temps. Alors, pour expliquer le concept de LOD, je vais prendre un exemple d'un bâtiment que vous connaissez peut-être, la chapelle Saint-Benoît de Peter Zumthor. Si on prend ce bâtiment-là, qui est en fait un plan en forme de feuille, et qu'on représente ce plan en 2D, parce que jusqu'à maintenant vous avez l'habitude de travailler avec des documents 2D, notamment sur AutoCAD par exemple, et bien plus on va avancer dans l'échelle de représentation de ce plan, plus on va avoir un niveau de détail important. Là, par exemple, on va avoir juste une petite tache noire en forme de feuille. On va être au 200, on va commencer à voir, ou peut-être au 100, on va voir des éléments de structure, mais on reste très peu détaillé. Là, on va être plutôt vers le 50e, on va commencer à voir vraiment les éléments de plancher, voire de parquet. Et là, on est à un niveau de détail beaucoup plus important, peut-être au 20e, peut-être au 10e, on commence à voir les détails de menuiserie. Et en fait, vous vous rendez compte que cette échelle-là, elle correspond aussi à un avancement dans le projet. Quand vous commencez votre projet, vous êtes plutôt avec un niveau de détail très peu élevé. Et plus vous avancez, plus vous allez ajouter de l'information dans vos documents et plus vous allez aller dans le détail. Donc en fait, l'échelle, d'un point de vue graphique, sur les documents 2D, l'échelle définit la quantité de détails et d'informations qui sont montrés. Maintenant, quand on travaille par exemple avec Archicad, vous vous êtes aperçu que l'outil vous demande de dessiner à l'échelle 1. Enfin, en tout cas, il vous demande des dimensions, il ne vous demande pas une valeur de représentation, il vous demande quelle est la dimension de votre mur. Donc toutes les dimensions que vous lui donnez, c'est des dimensions à l'échelle 1. Ça pose la question aussi de comment on va évoquer cette quantité de détails sur une maquette numérique. Donc comment on retrouve cette granularité-là sur les maquettes numériques. Et ben, pour les maquettes numériques, on va avoir le concept de LOD ou de LOD qui va du LOD 100 au LOD 500. Et en fait, les LOD qualifient à la fois le niveau de détail géométrique attendu pour un certain modèle et en même temps la quantité d'informations, de propriétés qui sont attendues sur cette maquette numérique. Alors, pour vous donner un exemple, quand vous faites un projet, si on vous dit « Oh, vous allez me produire un plan au centième »,
vous imaginez plus ou moins la quantité de détails géométriques que vous allez mettre. Vous savez que vous n'allez pas mettre les détails intenses de menuiserie. Si on vous dit produisez-moi un plan au 10e, vous dites ok, là je vais vraiment travailler un détail technique, vous attendez à avoir un certain niveau de détail. Et bien les LOD, c'est plus ou moins ça également. Plus on avance dans le projet, plus on va avoir des modèles détaillés. Et bien qu'on dessine à l'échelle 1, quand on est au début du projet, on ne dessine pas beaucoup de détails, et quand on avance, on va commencer à se poser des questions vraiment sur des détails techniques. Donc les LOD, c'est un concept qui permet de retrouver quelque chose de similaire aux échelles graphiques, mais sur une maquette numérique. On va retrouver, donc c'est pour ça qu'on retrouve le niveau de détail géométrique et la quantité d'informations. Par exemple, si vous voulez faire une simulation thermique à un moment un peu avancé du projet, enfin de la conception, vous allez avoir besoin de renseigner certaines informations, mais c'est des choses qu'on n'aurait pas tout au début. Pareil, est-ce qu'une paroi est coupe-feu ? Est-ce qu'une porte est coupe-feu ? Ça, peut-être que tout au début, vous n'aurez pas cette information dans la maquette numérique. Vous l'aurez que quand vous serez un petit peu plus avancé. Donc c'est à la fois le niveau de détail géométrique et la quantité d'informations. Une chose importante à savoir sur les LOD, c'est qu'il n'y a pas de standard absolu de ce qui est attendu pour chaque LOD. Comme pour les échelles graphiques, si on vous dit produisez-moi un plan au centième, vous avez une idée de la quantité de détails que vous allez mettre dessus, mais c'est plus un ordre d'idée. Certaines personnes vont représenter plus ou moins de détails au centième. Pareil pour le cinquantième, peut-être qu'une personne va représenter des détails de structure au centième et une autre personne va le réserver au cinquantième. Ça va dépendre aussi de votre système structurel, etc. Donc c'est plutôt un ordre d'idée du niveau de détail attendu dans le modèle. Et puis c'est un ordre d'idée partagé par les acteurs. Donc le LOD 100, c'est très très peu de détails. On est tout au début du projet et quand on avance, pour vous donner un ordre de grandeur, le LOD entre 300 et 400, on va être en phase exé, c'est-à-dire qu'on va avoir des détails techniques qui permettent la construction. Le LOD 350, qui est un entre-deux, il permet d'avoir un niveau de détail, de détail technique. Les numéros 100, 200, 300, 400 ne correspondent en rien à une échelle graphique, c'est juste 1, 2, 3, 4, ou quelque chose de graduel. En France, il y a eu une tentative de calquer les phases des projets en maîtrise d'ouvrage public par rapport au niveau de développement, ou les LOD, mais version franco-française. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la loi MOP. Là, vous êtes en L2, peut-être que vous ne le connaissez pas encore, mais c'est une loi, maintenant que c'est intégré au Code de la commande publique. C'était la loi MOP, donc MOP pour maîtrise d'ouvrage public. Quand un maître d'ouvrage public, par exemple une ville ou une collectivité, veut faire un projet, par exemple une école, un collège, une gendarmerie, etc., c'est l'État qui est maître d'ouvrage. Et pour ces projets-là, on a une loi spécifique qui est la loi MOP. Et dans cette loi, on va donner des phases. Phase esquisse, phase avant-projet sommaire, phase avant-projet détaillé, etc., etc. Et pour chaque phase, on va dire, pour la phase esquisse, j'attends à la fin de cette phase un rendu de type plan à telle échelle, coupe à telle échelle. À la phase de l'avant-projet sommaire, j'attends des documents à telle échelle, etc. Ça, c'était pour le travail en document 2D. Sauf que si on attend une maquette numérique, parce que maintenant les maîtres d'ouvrage demandent de plus en plus de livrer aussi des maquettes numériques, ça veut dire qu'on va être capable de définir quelque chose qui donne le niveau de détail et le niveau d'information qu'on veut avoir dans une maquette numérique. Et c'est pour ça qu'on a fait en France cette initiative-là, pour essayer de calquer des LOD ou ND par rapport aux phases de projets en maîtrise d'ouvrage public. Alors ça, c'est une initiative, c'est pas quelque chose de très répandu, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée
Voilà. En France, on va pas trop utiliser ND, on utilise plus LOD. Et puis ça, c'est un ordre d'idée, ça n'est pas une règle absolue ou une loi. Voilà. Alors, comment est-ce que ces niveaux de développement ils se manifestent dans Archicad, puisque c'est l'outil qu'on a utilisé jusque-là? Eh ben, c'est qu'un même objet, par exemple une porte, peut apparaître avec plusieurs niveaux de détail différents en 2D et en 3D. Là, si on prend l'exemple d'une représentation de porte en LOD 100, vous avez une porte où on n'a pas la menuiserie autour, on n'a pas de poignée, et en plan, là, on va retrouver juste une ouverture. En LOD 200, Archicad, on va voir apparaître la menuiserie ici autour, l'encadrement et de porte, et puis la porte va commencer à apparaître en plan, mais juste avec un trait simple. Et puis en LOD 300, là on commence à voir apparaître la poignée de porte, la clenche comme on dit par ici. Et puis en plan, on a un petit peu plus de détails également ici. Alors à quoi ça correspond ça? C'est qu'en fait on va modéliser avec un même objet de bibliothèque, et cet objet de bibliothèque, quand on est tout au début du projet, on ne veut pas qu'il nous montre un niveau de détail intense en représentation, donc on va rester sur du LOD 100 ou LOD 200. On veut juste l'idée d'une porte sur notre maquette numérique, mais on va prendre un objet, on ne va pas encore le paramétrer, et plus on avance dans le projet, plus on va lui dire représente-nous cet élément-là avec un niveau de détail, et là on va le paramétrer, on va donner des détails sur la poignée de porte peut-être, ajouter des informations. Alors comment ça se passe dans Archicad? Ça s'appelle les options de vue modèle. Alors on va regarder ça. Donc j'ouvre Archicad sur le bâtiment qu'on est en train de modéliser, et on a placé des objets de bibliothèque, par exemple des portes. Bon, mais par défaut, ces éléments, ils sont déjà pré-réglés, il y a déjà un niveau de détail un peu important sur ces objets-là, ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs. Donc on va gérer ça avec avec les options de vue modèle. Alors vous savez que dans Archicad, on va retrouver toute la ligne qui est en bas qui correspond au paramétrage de notre vue. On va voir l'échelle, on va voir le jeu de stylo utilisé, et on va retrouver notre option de vue modèle qui est juste ici. Et cette option de vue modèle-là, vous voyez que par défaut, il y en a qui sont pré-paramétrés. Alors, option de vue modèle, par défaut, on est en tout. Et si je mets en option de vue modèle étude LOD 100, tac, les objets qui apparaissaient tellement détaillés avant, maintenant, ils sont beaucoup plus simplifiés en représentation 2D. C'est le cas également en 3D. Vous voyez que sur l'escalier, il y a une modification également. Si je vais voir le LOD 200, là je trouve un niveau de détail un petit peu plus important. Vous voyez, ça joue aussi sur les fenêtres. Et puis LOD 300, j'ai encore un niveau de détail supplémentaire sur l'escalier. Je vois le nez de marche. Et puis j'ai d'autres informations qui apparaissent. Donc en fait, je n'ai pas changé les objets de bibliothèque. Simplement, je lui ai dit, voilà, je suis à un stade peu avancé de mon projet. Donc sur cette vue-là, je veux que les objets apparaissent avec un niveau de détail peu élevé. Juste pour éviter une confusion par rapport au LOD, je sais que dans Archicad, on doit donner les dimensions échelle 1, les vraies dimensions du projet. Ça ne veut pas dire qu'on modélise tout dans un détail extrême et qu'on lui dit « affiche-moi un niveau de détail moins important ». Non, quand on est au début du projet, même si on a donné toutes les dimensions et qu'on a utilisé des éléments de bibliothèque qui avaient déjà des paramétrages, on n'a pas tout paramétré, donc le LOD permet de dire n'affiche pas plus que mon niveau d'avancement sur le projet qui est assez faible pour l'instant, donc je suis en LOD 100 ou LOD 200. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Ça n'est pas juste un niveau de détail géométrique, c'est aussi un niveau de détail sur la quantité de propriétés qu'on a dans le modèle. Alors, deuxième partie, un historique de la CAO. Alors, on va commencer dans les années 80, même si l'histoire de l'informatique commence bien avant. Mais dans les années 80, ce qui se passe, c'est qu'on peut parler de naissance de la CAO, donc CAO, conception assistée par ordinateur, pardon. Au début des années 80, vous voyez ici, on a AutoCAD en 1982, on a
la première version d'Archicad en 84 et on a Allplan, la première version en 84 également. Donc la plupart des outils qu'on utilise encore aujourd'hui sont nés dans la première moitié des années 80. Alors pour se remettre un petit peu dans le contexte, imaginez que les ordinateurs à cette époque-là, ils ressemblent à ça. Et encore là, on a des ordinateurs, vous voyez, 89, donc ils ressemblent à ça, et ça c'est l'année de sortie de ces ordinateurs-là, donc ils ne sont pas du tout répandus dans la population encore à ce moment-là. Donc c'est le début des ordinateurs personnels. Avant ça, on avait des ordinateurs qui ne rentraient pas dans une pièce, ou des ordinateurs qui étaient extrêmement chers, mais on n'avait pas d'ordinateur compact comme ça, et puis qui avait un coût un peu plus faible. Donc c'est l'arrivée des ordinateurs personnels sur le marché qui a permis de faire naître des logiciels à destination des acteurs de la construction, parce que c'est à ce moment-là où ils sont capables de se payer un ordinateur qui rentre dans leur bureau, parce que les agences d'architecture, les bureaux d'études, c'est pas de très grosses entreprises comme un géant de l'automobile. Donc le fait qu'on ait des ordinateurs personnels et des logiciels, le fait qu'on ait des ordinateurs personnels, c'est ça qui a permis la naissance d'outils emblématiques de la CAO. Alors juste pour vous donner également un ordre d'idée du profil des architectes actuellement inscrits à l'ordre, là on a un extrait du rapport Archigraphie. C'est un document qui est produit, je crois, tous les 2 ans par l'ordre des architectes, où on a des chiffres sur la profession d'architecte, sur la moyenne d'âge, les types de projets, etc. Et donc là, ils ont regardé la répartition par tranche d'âge des inscrits à l'ordre. Et si on prend les 2 tranches d'âge les plus élevées, donc de plus de 55 ans, de 55 à 64, et puis de 65 ans et plus, donc tout cela, ils ont plus de 55 ans, on a 40% des inscrits à l'ordre en 2021 qui ont plus de 55 ans. Alors quand on a 55 ans, on est né autour de 69, enfin en 69, et puis on a été diplômé en 93 au plus tôt. Donc ça c'est pour les 55 ans, c'est pour les plus jeunes de cette tranche d'âge-là. C'est ceux qui ont au moins 55 ans, ils ont été diplômés en 93 ou avant. En 93, les ordinateurs, ils ressemblent à ça. Et ça, c'est l'année de sortie. Donc, en fait, il y a 40% des architectes inscrits à l'ordre qui, quand ils sont sortis de l'école, les ordinateurs personnels venaient de se diffuser dans la population. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur d'à quel point la technologie évolue vite et la quantité de changements qu'il peut y avoir à l'échelle d'une carrière. Donc, années 80, naissance de la CAO, années 90, développement d'Internet. Alors, le développement d'Internet, ça a fait qu'on a commencé à se poser la question des échanges d'informations. Parce qu'on avait des logiciels, mais maintenant, est-ce que nos logiciels sont capables d'échanger des fichiers que tous les logiciels sont capables de lire ? Ça, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Opérabilité, c'est travailler, capacité à travailler, et inter, ensemble, donc interopérabilité, capacité des systèmes à travailler ensemble, à échanger des informations. Quand on parle d'interopérabilité des logiciels, on parle de capacité des logiciels à échanger des informations. Moi, je suis capable d'exporter un fichier JPEG, toi, tu es capable de lire mon fichier JPEG. Et donc, pour la construction, et pour la CAO, les années 90, ça a été un moment où des éditeurs de logiciels se sont fédérés dans une association qui s'appelle aujourd'hui Building Smart pour se poser la question de l'interopérabilité des logiciels. Et ils se sont dit, maintenant on commence à travailler avec des maquettes numériques notamment, comment on échange une maquette numérique entre des logiciels. Et c'est là qu'on a créé un format de fichier qui s'appelle l'IFC en 97, qui est un format de fichier qui contient une maquette numérique, quel que soit le logiciel avec lequel elle a été créée. Donc c'est un format de fichier qui est capable de contenir une donnée 3D orientée objet, plus des propriétés. Donc qu'on ait travaillé avec
Archicad, Revit, Allplan, on exporte un fichier IFC, on est censé être capable d'importer un fichier IFC sur n'importe quel autre logiciel qui manipule des maquettes numériques. Bon, en théorie, c'est pas aussi simple que ça, mais on va retenir ça pour l'instant. Et donc, ce format-là, c'est un format qui est standard, dit standard, et il est possible de lire ce fichier IFC avec de nombreux logiciels. Alors, en pratique, il y a toujours encore des petits problèmes d'interopérabilité. Si vous exportez un IFC avec un logiciel et importez avec un autre, il est possible qu'il y ait des petits problèmes de géométrie ou des propriétés qui ont été mal traduites. Mais le format évolue, il est de plus en plus performant, de plus en plus efficace et fiable. Mais on a encore aujourd'hui des petits soucis par rapport à ça. Bon, une chose intéressante avec les IFC, c'est qu'il existe des logiciels gratuits qui permettent de lire des fichiers IFC. On appelle ça une visionneuse ou on dit plutôt viewer IFC. Et c'est des outils qui permettent de visualiser une maquette numérique. Et la première fois, quand j'étais étudiante, que j'ai ouvert un fichier IFC avec un viewer comme ça, j'étais étonnée parce qu'il était capable de me reproduire un plan. Mais en fait, c'est logique parce qu'il a la donnée mur, il sait où sont les portes, donc il est capable de reproduire un plan à partir de ces éléments-là. Mais c'est vrai que ça surprend quand on exporte un fichier comme ça à partir d'Archicad, qu'on l'ouvre dans un viewer, comme ici Solibri Model Viewer, et qu'on se rend compte qu'il est capable de reconstituer le plan. Et c'est tout à fait logique, puisque c'est une maquette numérique, avec des données géométriques et des propriétés, avec des objets qui ont chacun des propriétés. On avance dans notre historique, donc années 80, naissance de la CAO, années 90, intérêt pour l'interopérabilité, capacité des systèmes à échanger des informations, puisqu'on avait Internet. Dans les années 2000, on a un Internet qui est de plus en plus puissant, puisqu'on développe notre bande passante. Alors la bande passante, c'est le volume de données qu'on est capable d'échanger. Parce qu'au début, on n'était pas capable d'échanger beaucoup de données. C'était très très lent, les images mettaient beaucoup de temps à s'afficher, voilà. Et puis, vous voyez aussi que, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais dans les années, début des années 90, on a le premier navigateur web. Imaginez qu'avant, on n'avait pas de navigateur web. Donc là, en année 2000, on développe la bande passante. Qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur de la construction ? C'est à ce moment-là, entre les années 90 et 2000, que la majorité des entreprises d'architecture ont mis en place l'informatique. Alors plutôt sur AutoCAD à ce moment-là, même si Archicad existait déjà et Allplan, etc. Mais on n'a pas encore mis en place à ce moment-là ces outils-là pour la plupart des agences. On y reviendra plus tard. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que les agences s'équipent d'un ordinateur et à partir des années 2000, on peut dire qu'on a une majorité d'agences qui travaillent à partir d'un outil informatique, qui ont un ordinateur. Les années 2000, et imaginez, 2000, je ne sais pas exactement quelle année vous êtes né, mais c'est pour remettre ça à l'échelle à votre échelle de vie aussi, quoi. Dans les années 2000, c'est là aussi qu'on commence à voir une augmentation des exigences techniques sur les bâtiments, notamment des exigences environnementales et également des normes plus strictes sur les aspects structurels et la sécurité des bâtiments. Donc on a des bâtiments qui sont de plus en plus complexes à concevoir, qu'on veut de plus en plus performants. Et pour réussir à faire des bâtiments de plus en plus performants, on a des acteurs de plus en plus spécialisés qui se greffent au projet, des nouveaux métiers, des nouvelles spécialisations. Ça veut dire qu'autour d'un projet de conception, on a de plus en plus de personnes, de spécialistes, qui utilisent chacun un logiciel différent. Et c'est là où on a cette convergence de contexte, c'est qu'on a de plus en plus d'acteurs autour d'un projet. On a donc besoin de plus en plus d'échanger des données entre ces acteurs et en même temps, on a des possibilités techniques de développer ces échanges puisqu'on a des logiciels, on a Internet, on a une bonne bande passante et on a des formats de fichiers qui permettent d'échanger des fichiers les uns avec les autres. Là, vous voyez la construction progressive de cette capacité-là à échanger des informations.
Donc là, c'est le début de ça, dans les années 2000. Et puis, entre 2010 et aujourd'hui, là, on augmente, donc on est capable d'échanger des données, de plus en plus d'échanger des grands volumes de données, puisqu'on a une bonne bande passante aujourd'hui. Et ben, entre 2010 et aujourd'hui, et c'est le cas encore maintenant, on augmente notre capacité à traiter des grands volumes de données. On va développer des algorithmes de plus en plus performants, et c'est là où intervient également la nouvelle vague sur l'intelligence artificielle, notamment le deep learning, où on augmente notre capacité à traiter des grands volumes de données. Et je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur cette période-là, puisqu'on est dans cette période-là actuellement. On ne sait pas encore exactement comment ça va impacter le secteur de la construction. Et je dirais, c'est une affaire à suivre au cours de votre carrière à vous. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Mais vous voyez à quel point, entre les années 80 et aujourd'hui, il y a une évolution importante. Sachez qu'au cours de votre carrière, il y aura probablement aussi une évolution importante. Alors, troisième partie, les niveaux de maturité BIM. Alors, on va parler de BIM monodisciplinaire et de BIM pluridisciplinaire. Pourquoi on parle de ça? Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps là dans la présentation, je vous parlais de maquettes numériques où on fait des plans, on peut modifier notre maquette numérique de façon facilitée, on peut récupérer des informations, mais là je parlais d'un architecte qui utilise la maquette numérique pour lui-même. Mais on a commencé à dire que cette maquette numérique, elle peut être échangée entre les acteurs du projet. Par exemple, l'architecte qui va envoyer sa maquette numérique à un thermicien pour faire une simulation thermique. Là, on n'est pas tout à fait dans le même type de BIM, et c'est là où on est dans un BIM pluridisciplinaire. Alors pour ça, on a posé le concept de niveau de maturité BIM. On va considérer 3 niveaux de maturité BIM. Avant ça, on a le niveau 0, ou ce qu'on appelle des fois le pré-BIM, qui correspond à des documents 2D, typiquement du AutoCAD. Attendez, on va faire ça. Typiquement du AutoCAD plus SketchUp, on serait dans du pré-BIM. Et le niveau de maturité 1, c'est une maquette numérique monodisciplinaire où on va générer nos plans nos coupes à partir de notre modèle, mais on va être seul à travailler dessus. Enfin, on peut être plusieurs architectes, par exemple, à travailler sur notre maquette, mais on ne va pas l'échanger avec des partenaires. Et on bénéficie des informations qu'on a nous-mêmes mis dans notre modèle. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, là, on va commencer à avoir une maquette numérique qu'on échange, et on va commencer à agréger plusieurs maquettes numériques pour avoir des modèles pour lesquels on a plus de possibilités et des modèles qui permettent de croiser les informations. Là, on va avoir besoin d'utiliser des formats d'échange standards, et puis il faut que les différents acteurs ils aient la capacité de modéliser, et qu'ils modélisent proprement, puisque là, on va agréger les maquettes, donc on n'est pas en train de faire sa petite tambouille à soi-même, il faut qu'on se soit mis d'accord sur comment on exporte, qu'est-ce qu'on attend dans un modèle, etc. Donc ça, c'est le niveau de maturité 2. Le niveau 3, je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus, puisque c'est un niveau qui est relativement théorique, il y a des batailles d'experts là-dessus, mais juste en dire 2 mots. On imagine une maquette numérique, enfin ça c'était une vision de la fin des années 2000, mais on imagine une maquette numérique stockée en ligne, sur une plateforme en ligne, sur laquelle les acteurs viennent collaborer directement. Mais ça pose plein de questions. Est-ce que les applications que chacun utilise sont capables d'aller se connecter à une application centrale? Est-ce qu'on est capable de dire un tel a droit de modifier la maquette numérique, mais un tel n'a pas le droit de le faire? Parce que moi, j'ai pas envie, en tant qu'archi, que n'importe qui touche à n'importe quoi dans la maquette. Donc ça pose énormément de questions. Ce modèle-là, certains disent qu'ils le mettent en place quand ils utilisent une plateforme collaborative BIM, mais en fait, ça n'est pas ce qui était envisagé au départ. Pour l'instant, ce qui se rapproche le plus de ça, c'est ce qu'on appelle les CDE, Common Data Environment, ou environnement commun de données. C'est des plateformes sur lesquelles chacun dépose un morceau de maquette numérique. Parfois, on peut visualiser une maquette numérique ou plusieurs morceaux agrégés, mais on n'est pas sur une plateforme sur laquelle chacun vient intervenir directement sur la maquette. Donc ce niveau-là, on va le mettre de côté pour l'instant.
On va remettre la petite caméra. Voilà. Alors, voilà. Alors, où en sont les agences par rapport à ces niveaux de maturité-là? En 2019, on a fait une étude pour voir si elles étaient plutôt en pré-BIM, en niveau 1, en niveau 2. Et puis, ce que donne cette étude-là, c'est qu'en 2019, on a à peu près 60% des agences qui sont en pré-BIM, c'est-à-dire qui travaillent avec AutoCAD, SketchUp ou à la main. Bon, la plupart quand même AutoCAD, SketchUp ou peut-être d'autres outils, mais en tout cas pas avec une maquette numérique. Elles n'utilisent pas de maquette numérique. 60% des agences n'utilisent pas de maquette numérique en 2019. On a à peu près 30% des agences qui manipulent une maquette numérique, mais qui ne l'échangent pas avec des partenaires, ça c'est le niveau 1, et 12% des agences qui manipulent une maquette numérique et l'échangent avec des partenaires. Donc on est à peu près à 42% des agences qui manipulent des maquettes numériques en 2019. Ce chiffre a tendance à augmenter puisque, on va le voir juste après, il y a une politique quand même incitative du gouvernement pour que les entreprises adoptent cette technologie-là. Alors, le BIM en France et dans le monde, on va aborder des questions de diffusion du BIM. Alors, en France, on va dire qu'il y a eu un boom de la question du BIM autour de 2014. Alors, il y a une raison à ça, c'est que en février 2014, il y a une directive européenne qui est parue et qui disait que les États membres ont le droit de rendre obligatoire le BIM pour les projets. Et puis l'Angleterre, dans la foulée, elle disait ok, nous, à partir de 2016, pour certains projets, le BIM de niveau 2 sera obligatoire. Ah, pardon, je masque le... On va faire ça. Voilà. Le BIM de niveau 2 sera obligatoire. Ça a été annoncé pour 2016, mais suite à cette directive européenne. En réaction à cette directive européenne, on a notre ministre du Logement de l'époque, Cécile Duflot, qui a dit « Le gouvernement français va progressivement rendre obligatoire la maquette numérique dans les marchés publics d'État vers 2017. » Et alors là, ça a eu l'effet d'une bombe dans le secteur parce que les acteurs n'étaient pas du tout prêts. Imaginez, en 2014, ils n'étaient pas du tout prêts. Si vous avez eu les chiffres de 2019, on a 60% qui ne travaillent pas avec une maquette numérique, donc imaginez en 2014. Donc ça a eu l'effet d'une bombe. Finalement, ça n'est pas ça qui a été fait. La maquette numérique n'est pas obligatoire, mais la ministre du Logement, qui est venue juste après Cécile Duflot, en juin 2014, donc quelques mois plus tard, elle confie au président du CSTB la mission de faire une feuille de route sur le numérique pour le bâtiment. Et donc il y a eu un rapport important qui a été publié, qui s'appelle le rapport mission numérique bâtiment, où il y a un état des lieux de où en sont les acteurs dans le secteur par rapport à la question du BIM et à la maquette numérique, et au numérique de façon générale. Et puis, ce rapport-là, il a donné lieu au PTNB, Plan de transition numérique du bâtiment, qui est en fait un plan d'action sur plusieurs années, dans lequel le gouvernement disait voilà, on va essayer de développer ces pratiques BIM, on va essayer de donner confiance aux acteurs dans l'écosystème numérique français et développer ces pratiques-là. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? C'est qu'on va essayer de faire des projets pilotes, on va dire pour tel marché public, on va expérimenter des pratiques, ce qu'on appelle des projets pilotes. On va donc observer les pratiques et faire des constats sur le secteur de la construction. On va produire des guides et de la documentation pour que les acteurs montent en compétences par rapport à ces éléments-là. On va développer des outils qui leur permettent de mettre en œuvre plus facilement ces pratiques. On va développer des formations et des référentiels de compétences. Et puis, on produit des trousses de travail de la documentation et on travaille sur les aspects réglementaires. Bon, et puis, à donner suite à ça, le plan BIM 2022 que vous pouvez consulter en ligne sur leur site internet. C'est la suite de ce plan d'action dans lequel le gouvernement a produit
notamment de la documentation à destination des acteurs. Alors, est-ce que le BIM est obligatoire ? Donc, il n'est pas obligatoire en France. Il y a eu, à la suite de la directive européenne, un décret d'application en France qui dit que, on va zoomer juste, que l'acheteur, donc le maître d'ouvrage public, peut exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs communément disponibles, tels que la modélisation électronique des données du bâtiment, pour ne pas dire BIM. Dans ce cas, il doit donner d'autres moyens d'accès. Soit il donne gratuitement accès à des outils, soit il veille à ce que les opérateurs économiques y accèdent, soit il demande d'autres moyens électroniques. Donc en fait non, c'est pas obligatoire parce qu'il y a des portes de sortie. La diffusion du BIM a aussi fait émerger des nouveaux métiers qui interagissent avec les architectes. C'est le cas par exemple du BIM manager. Ça c'est une personne qui va gérer les informations et la maquette numérique sur un projet pour l'ensemble des acteurs impliqués. C'est-à-dire, il va agréger les différentes maquettes numériques des acteurs et il va s'assurer qu'elles répondent bien au cahier des charges qui a été fait par le maître d'ouvrage. Parce que le maître d'ouvrage, dans certains cas, il demande une maquette numérique. Le BIM coordinateur, ça c'est une personne qui, à l'intérieur d'une entreprise, s'assure que la maquette numérique est bien propre, qu'il y a bien les informations qu'on a demandées dedans et qui a bien les bonnes informations et puis qui va en fait aider les personnes de l'entreprise, par exemple l'intérieur d'une agence d'architecture, à travailler ces aspects-là. Et puis vous avez le BIM expert ou BIM modeler, qui est une personne qui va être spécialisée sur la modélisation de la maquette numérique. Donc dans les agences d'architecture, peut-être plus de celles assez grandes, vous allez retrouver des BIM modelers dont le travail va se concentrer exclusivement ou quasi exclusivement sur la modélisation. Ça ne veut pas dire que les architectes ne modélisent pas, mais vous avez une personne qui est vraiment sur cette tâche-là. Ça ressemble au début de la DAO dans les agences où on avait des dessinateurs qui étaient spécialisés sur AutoCAD. Alors, en synthèse pour ce module-là, donc sur la maquette numérique et les questions de représentation, on a vu le concept de LOD ou LOD, Level of Development, qui permettent de rendre compte d'un niveau de détail graphique et d'une quantité de propriétés dans un modèle, dans une maquette numérique. On a, attendez, je vais me remettre à droite, en haut, voilà. La partie historique de la CO, il y a plusieurs éléments à retenir. Donc, les années 80, c'est la naissance de la CAO. Les années 90, développement d'Internet et donc développement de l'interopérabilité. Années 80, développement des ordinateurs personnels, donc naissance de la CAO possible. Les années 90, développement de l'interopérabilité puisqu'on a Internet. Années 2000, on a de plus en plus d'acteurs autour du projet parce qu'on a des projets toujours plus complexes. En même temps, on a de plus en plus de possibilités d'échanger d'informations puisqu'on a de la bande passante, on a les logiciels qu'il nous faut et on a des formats de fichiers qui permettent l'interopérabilité des logiciels. Et de cet historique-là, on peut retenir également que les technologies évoluent quand même assez rapidement et que si on replace ça à l'échelle d'une carrière, on en a vraiment, vraiment beaucoup. Et ce sera le cas aussi pour la vôtre. Point numéro 3, on a évoqué les niveaux de maturité BIM, notamment le niveau 1 qui correspond à du BIM monodisciplinaire, une maquette numérique utilisée par un architecte ou plusieurs architectes, mais qui génèrent leur plan, leur coupe, leur métrée à partir de ça, ou du BIM pluridisciplinaire, ça c'est le niveau 2, pour lequel on va échanger des maquettes numériques entre les acteurs pour faciliter par exemple la simulation thermique. En France, on voit qu'il y a des politiques incitatives. Le gouvernement pousse les architectes à implémenter des pratiques BIM. Il les pousse à implémenter des pratiques BIM parce qu'elles sont censées améliorer la performance des ouvrages et aussi c'est l'intérêt du maître d'ouvrage. Voilà. On a de plus en plus de projets en maîtrise d'ouvrage public qui demandent des compétences BIM aux acteurs.
vous avez des projets pour lesquels il y a le cahier des charges du projet, avec nous on veut telle pièce, telle pièce, telle pièce, c'est ça les contraintes du projet, et il y a un cahier des charges BIM qui est adossé à ces projets-là, pour lequel on va définir ce que les acteurs doivent rendre en termes de maquettes numériques et de données numériques. Et on a vu aussi qu'on a l'émergence de nouvelles spécialisations, le BIM Manager, le BIM Coordinateur, le BIM Modeler. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que j'ai été claire. À bientôt.